Bonjour à tous, je remercie les organisateurs de m'avoir invité à discuter. Donc, Mathieu Mille m'a demandé de parler des traitements conventionnels de l'épilepsie, ce qui est scientifique et ce qui ne l'est pas. Je pense qu'avec l'avènement d'Internet et des réseaux sociaux, on est tous amenés à avoir beaucoup de questions des parents qui parfois nous désarçonnent un peu sur les traitements dont ils ont entendu parler et puis qu'est-ce qui est vraiment efficace, qu'est-ce qui est de l'ordre un peu de la légende. Donc classiquement, comme traitement conventionnel de l'épilepsie, on va considérer les traitements médicamenteux anti-épileptiques. Il y en a plus d'une vingtaine actuellement. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et puis essentiellement la chirurgie pour certaines épilepsies, en particulier les épilepsies focales, où on va enlever la zone qui est responsable des crises d'épilepsie. Pour ce qui est des autres traitements, on va considérer comme moins conventionnels. Le premier type de traitement, souvent les parents nous demandent, c'est est-ce que c'est possible de stimuler le cerveau pour éviter d'avoir des crises. Donc la première type de stimulation, c'est Alexa qui nous en a déjà parlé, c'est pas une stimulation du cerveau en lui-même, mais une stimulation à distance, parce qu'on va stimuler le nerf vague. Donc je vais aller rapidement parce qu'on en a déjà parlé. Donc c'est une pile qui est passée sous la peau au niveau du thorax et une électrode qui va stimuler le nerf vague. C'est utilisé pour les épilepsies pharmacorésistantes qui sont non chirurgicales ou pour lesquelles il y a eu une chirurgie. Malheureusement, elle a échoué. Donc les premières implantations, c'était dans les années 80. Et en Europe, c'est autorisé depuis 1994. C'est des implantations qui se font après une décision en équipe, ce n'est pas un médecin tout seul qui décide. Donc comment ça fonctionne? En fait, de manière assez schématique, on ne sait pas complètement comment ça fonctionne, mais en gros, le nerf vague va aller réguler certains relais neuronaux au niveau du tronc cérébral, puis au niveau des parties profondes du cerveau, donc le thalamus. Et on sait qu'il existe des boucles d'activité entre le thalamus et le cortex. Et en modifiant l'activité par ce biais-là du cortex, on aura une efficacité sur les crises. Donc là, je vous ai mis la taille des piles qui sont sous la peau. Il y a des tailles pour les enfants qui peuvent être petites. Il y a quelques rares contre-indications. Une des principales contre-indications pour les enfants, c'est les enfants qui ont un handicap important avec des troubles de la déglutition. La durée de la pile, c'est entre 5 et 10 ans selon les paramètres de stimulation utilisés. Et c'est vrai que parfois, comme disait Alexa, on se rend compte que la pile ne marche plus et que finalement ça n'a pas changé grand-chose, donc on ne les renouvelle pas. Moi j'ai aussi eu des cas où les parents sont arrivés en me disant ça va pas du tout, il se passe quelque chose avec la pile, et en effet la pile ne fonctionnait plus. Donc on a probablement les deux cas possibles. Donc les paramètres de stimulation, on vous a montré tout à l'heure comment les régler. Les neurologues vont les régler, on règle le temps de stimulation, la fréquence de stimulation, on augmente progressivement cette stimulation, et puis on met environ 2 mois à peu près pour arriver aux paramètres efficaces. Donc il y a des effets secondaires qui sont possibles, qui sont le plus souvent temporaires, il peut y avoir la stimulation peut déclencher une toux, donc ça c'est assez désagréable, donc en général on baisse le palier pour que la toux cède, et puis il peut y avoir un petit changement dans le timbre de voix, il peut y avoir une impression, certains patients rapportent une impression au niveau de la gorge. Mais globalement, tous ces effets secondaires sont assez minimes et vont passer avec le temps. Alors, il faut prendre des précautions par la suite pour les IRM, puisqu'il y a donc une pile. Il faut éteindre le stimulateur, aussi bien le stimulateur lui-même que la stimulation via l'aimant. Les IRM cérébrales restent possibles et les IRM cervicales ou thoraciques hautes sont interdits. Donc l'aimant, comme on vous a montré, on peut les mettre soit au poignet du patient s'il peut être autonome, s'il sent une aura et s'il peut passer de lui-même l'aimant. Sinon, on va demander à son entourage, donc que ce soit un éducateur ou la famille, de le passer. Donc ça peut soit arrêter la crise, soit diminuer son intensité ou raccourcir la durée de la phase post-critique. Et ça va entraîner en gros une stimulation supplémentaire que la stimulation du nerf vague. Donc ça c'est une étude que je vous montre qui a été faite à l'hôpital Henri Gassot, c'est pour ça que je montre celle-là, mais en gros on retrouve les mêmes résultats que ce qui est publié. C'est à peu près la moitié des patients, on avait 45% des patients qui ont été améliorés, c'est-à-dire qui ont une baisse de leur crise de 50%.
Pour ce qui est de ce qu'on appelle l'amélioration globale, c'est des facteurs un petit peu plus subjectifs. C'est la famille qui trouve que globalement le patient va mieux. Pour certains patients avec handicap, on trouve qu'ils ont un meilleur éveil ou une meilleure communication. Ça, c'est un petit peu plus difficile à quantifier. Et la stimulation du nerf vague est en général indiquée dans les épilepsies, comme j'ai dit, par pharmacorésistantes, en particulier dans le syndrome de Lennox-Gastaut, où ces fameuses crises atoniques ou crises avec chute sont traumatisantes et souvent bien embêtantes pour la famille et le patient, et les épilepsies bifrontales. Les aggravations avec la stimulation du nerf vague sont exceptionnelles, c'est très rare. Quelles sont les autres alternatives à la chirurgie qui existent? Alors, parfois on nous demande si on peut traiter l'épilepsie avec un crayon. Donc il y a ce qu'on appelle le gamma knife et les stimulations intracérébrales. Le gamma knife, pour faire vite, c'est on envoie un rayon ionisant sur les régions qui sont responsables de l'épilepsie. En vrai, les indications sont assez limitées. Il y a quelques cas d'épilepsie temporomésiale qui peuvent être traités par gamma knife, mais en général, c'est lorsque la chirurgie classique a été refusée, parce que c'est moins efficace qu'une chirurgie classique. La deuxième indication pour laquelle c'est utilisé assez souvent, ce qu'on appelle les amartomes hypothalamiques, c'est une malformation de tumeur bénigne qui existe située au centre du cerveau, qui est responsable de ce qu'on appelle les crises élastiques ou les crises de rire. Et du fait de la localisation de cette tumeur, c'est une tumeur qui est très difficile d'accès par la chirurgie classique. Et c'est vrai que le gamma knife, en particulier pour les amartomes de petite taille, est une solution à envisager. Pour ce qui est des autres stimulations cérébrales, il existe aussi des stimulations cérébrales profondes, alors qui sont en étude encore actuellement en cours d'étude. Donc à Marseille, il y a une étude qui se fait dans les stimulations sous-corticales au niveau des noyaux sous-thalamiques. Je ne vais pas trop en parler puisque ça n'existe pas pour l'enfant et que c'est réservé à l'adulte, et puis c'est encore dans des protocoles de recherche. Et puis il y a aussi des protocoles de recherche pour des stimulations corticales directes, c'est-à-dire qu'on va stimuler exactement à l'endroit du cerveau où la crise part, mais c'est pareil, ça reste des protocoles de recherche, donc c'est pas accessible en routine. Voilà. Donc la deuxième, souvent sur lequel on est interpellé par les parents, c'est les régimes alimentaires. Est-ce que le fait de manger des choses spécifiques, d'enlever des choses d'alimentation peut fonctionner sur les épilepsies? Donc le régime le plus connu, c'est le régime cétogène, qui est un régime qui est utilisé sur le plan thérapeutique. Donc en fait, on sait, dès l'Antiquité, il y a le régime cétogène en fait, va reproduire les effets sur le métabolisme, qui est les effets de la diète, en fait, de ne pas manger. Donc dès l'Antiquité, on a des cas rapportés où les épileptiques ont été soignés, ou en tout cas les crises ont diminué du fait qu'ils étaient laissés à la diète. Et puis vers le XXe siècle, pareil, il y a des médecins qui vont rapporter des cas où des patients épileptiques sont améliorés par le jeûne. À partir de 1920 aux États-Unis, on va décrire les premiers régimes qui vont permettre de mimer cette diète, qui sont des régimes où on va en fait baisser l'apport glucidique et augmenter les supports et augmenter l'apport lipidique. Puis après les années 20, ça va un peu tomber dans les oubliettes, tout simplement parce qu'on va avoir des antiépileptiques qui vont apparaître, en particulier la phénitoïne, donc c'est vrai que ça va être un petit peu abandonné, on va plus entendre parler. Jusque dans les années 90 où là, les réseaux sociaux vont jouer un rôle déjà. C'est un cas d'un petit garçon qui s'appelle Charlie aux États-Unis qui va être très médiatisé, pour lequel le régime cétogène va être efficace. Donc on va petit à petit revenir dans les années 90 à ce régime. Et puis il va y avoir des variantes qui vont être développées comme le régime Atkins ou le régime à indice glycémique bas. Donc, quel est le principe de ce régime cétogène? Il faut imaginer, dans l'alimentation classique, l'apport glucidique, c'est à peu près 50% des apports caloriques. En fait, dans le régime cétogène, on va reproduire les effets du jeûne, c'est-à-dire qu'on va priver les cellules de glucides, et le foie va devoir utiliser les lipides pour former de l'énergie. Par le biais, il va transformer les lipides en corps cétoniques, et ces corps cétoniques vont être utilisés comme carburant. Donc,
ça c'est juste un peu compliqué. Bon, c'est ce qu'on appelle le métabolisme des cellules, ça c'est compliqué. En gros, vous avez le glucose qui va être utilisé par les muscles. Ça, c'est dans l'alimentation normale. Les muscles utilisent le glucose pour pouvoir faire de l'énergie. Quand vous êtes dans le régime cétogène, c'est-à-dire en bas, il n'y a plus d'apport de glucose puisqu'on prive le corps de glucose. Et puis, le foie va utiliser ses acides gras pour former des corps cétoniques qui vont être utilisés comme énergie. Donc, les indications de ce régime cétogène, on l'utilise assez couramment à l'hôpital et dans tous les centres. C'est les épilepsies pharmacorésistantes, certains états de mal réfractaires. Il y a certaines maladies spécifiques comme par exemple la maladie de Vivo ou des maladies métaboliques dans lesquelles il est recommandé parce que c'est le traitement de la maladie. Si on regarde les études, c'est souvent des études qui sont assez difficiles à analyser parce que c'est difficile de faire du double aveugle, de contre placebo, etc. Mais en gros, on retient qu'il y a un peu plus d'un enfant sur deux qui va avoir qui va avoir une amélioration de la fréquence de ces crises de 50% environ. Et souvent, quand on regarde ces études, on voit que quand même, au bout d'un an, il y a entre 25 et 50% des enfants qui ont arrêté le régime. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien imaginer que le régime cétogène, donc vous verrez cet après-midi, il y a un atelier pour ceux qui y seront, c'est un régime qui est très contraignant et qui, en gros, vous ne mangez plus comme vos frères et sœurs, vous ne mangez plus comme le reste de la famille. Et donc, c'est vrai qu'il y a parfois des enfants qui ne tolèrent pas bien sur le plan digestif, avec des vomissements, etc. Donc c'est vrai que s'il ne fonctionne pas, on ne garde pas un régime cétogène. Je veux dire, soit il est efficace, soit on arrête. Donc ce régime doit être instauré en hospitalisation. Il s'agit d'un régime où on va calculer et peser tous les aliments. Donc ça demande que les parents soient formés. Donc grâce aux diététiciennes de nos services, ils vont former et apprendre aux parents comment réaliser ce régime. Donc on va décider du ratio. En général, on décide d'un ratio 3:1, c'est-à-dire qu'il y a 3 fois plus de lipides que de non-lipides. L'hospitalisation va durer entre 4 et 5 jours. Donc 1 pour la formation des parents et 2 pour voir si l'enfant tolère ce régime, puisqu'au début de l'instauration, on peut avoir des difficultés avec des vomissements, parfois des hypoglycémies. Donc on va encadrer cette instauration. Il existe des livres et des sites pour que les parents puissent être aidés dans l'élaboration des repas, parce que c'est compliqué d'avoir beaucoup d'idées. Et puis on va réévaluer ce régime cétogène à 1 mois, pour savoir déjà s'il est bien toléré sur le plan médical, et puis à 3 mois, pour savoir s'il est efficace. À 3 mois, s'il n'est pas efficace, honnêtement, on l'arrête, parce que c'est vrai, comme je disais, qu'il est contraignant. Donc les complications, c'est essentiellement les troubles gastro-intestinaux, la constipation, la nausée, les lithiases et les carences vitaminiques. On va donc les supplémenter en vitamines. Et puis après, il y aura un bilan, les enfants auront un bilan annuel pour surveiller que malgré ce régime, il n'y a pas de complications qui se mettent en place et qu'ils gardent une croissance qui est normale. Alors, concernant les autres régimes qui sont un peu, entre guillemets, à la mode en ce moment, alors j'ai cherché, est-ce qu'il y avait des publications qui concernaient épilepsie et régime sans lactose, j'en ai pas trouvé. Sans caséine non plus. Concernant le régime sans gluten, les seules publications que j'ai trouvées, c'est en fait qui concernent vous savez que le régime sans gluten, en fait, c'est le traitement de la maladie cœliaque, qui est une maladie auto-immune qui touche le tube digestif. Et certains de ces patients vont déclencher une épilepsie un peu spécifique, une épilepsie des parties postérieures du cerveau. Et donc, en effet, sur ce type de crise, chez ces patients qui ont une maladie cœliaque, le régime sans gluten marche. Mais si on sort de ce cadre de la maladie cœliaque, moi, j'ai pas vu de publication qui était retrouvée. Un des grands topics actuels aussi, c'est le cannabis. Donc, c'est pareil, les réseaux sociaux ont beaucoup joué sur ça. Donc, qu'est-ce que c'est le cannabis ? Il faut imaginer que ce n'est pas une molécule, mais qu'il y a plusieurs dérivés cannabinoïdes. Il y a le fameux THC que tout le monde connaît, qui est celui qui a l'effet psychotrope, et puis il y a d'autres dérivés cannabinoïdes, en particulier le cannabidiol. Donc c'est pareil, le traitement de l'épilepsie par le cannabis a été mis en avant par le cas d'une petite fille qui s'appelait Charlotte aux États-Unis et qui a été très médiatisée, à tel point que certains parents ont changé d'état pour aller dans des états où le cannabis on pouvait l'avoir de manière légale. Il faut, d'une manière générale, je pense, se méfier parce que du coup, les parents essaient de chercher sur Internet d'avoir des comprimés, des huiles, tout ce qu'on peut trouver de cannabis, parce qu'il faut bien imaginer qu'on ne sait absolument pas qu'est-ce qu'on leur vend et qu'est-ce qu'ils prennent.
Hein, si vous avez des dérivés de cannabis en poudre ou en huile, ou on ne sait pas qu'est-ce qui va être absorbé, quelle est la dose, ça dépend du poids de l'enfant. Donc c'est vrai que d'une manière générale, moi je suis contre, en tout cas sous cette forme-là. Par contre, il y a des vraies études qui ont été faites, et puis il y a des vraies études médicales. Donc le THC, lui, est utilisé dans la sclérose en plaques comme antidouleur, mais aussi comme antinauséeux sur certaines chimiothérapies. Et pour le cannabidiol, il y a en effet des études qui ont été développées, dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc pour l'épilepsie, on a beaucoup d'études qui ont été faites chez les rongeurs. Donc le cannabidiol a en effet un effet anticonvulsivant. Le THC, c'est un peu plus compliqué. Il peut avoir à la fois un effet proconvulsivant et anticonvulsivant, et puis il a surtout un effet psychiatrique, avec un effet négatif sur la cognition et le cerveau en développement. Concernant donc le cannabidiol, on a, grâce à Madame Villeneuve, pu participer aux études qui ont été faites. Donc elles ont été faites de manière internationale sur 2 syndromes, qui est le syndrome de Lennox-Gastaut et le syndrome de Dravet. Vous aurez compris au cours de tous ces topos que ce sont 2 syndromes qui nous posent beaucoup de problèmes, parce que ce sont des syndromes très pharmacorésistants. Et donc au niveau du syndrome de Dravet, les résultats, c'est qu'à peu près 50%, il y a une réduction de 50% des crises chez 43% des patients, contre 27% chez les patients qui avaient un placebo. Ça, c'était sur les crises convulsives. A priori, il y a peu d'effets sur les crises non convulsives. Et il y a une amélioration globale selon les parents d'environ 62%. Pour ce qui est syndrome de l'étude qui concerne le syndrome de Lennox-Gastaut, qui a été faite chez l'enfant et chez l'adulte, en fonction du dosage, il y avait entre 36% et 40% d'amélioration, avec 50% de crise en moins. Il faut bien imaginer que le cannabidiol, c'est une substance active, et que comme tout antiépileptique, il y a plutôt une bonne tolérance, mais il y a aussi des effets secondaires qui sont à surveiller, comme la diarrhée, la somnolence, perte d'appétit, les perturbations du bilan hépatique. Madame Villeneuve sait très bien qu'il faut adapter aussi les autres traitements pour que ça passe bien. Donc c'est un effet c'est un médicament qui va pouvoir être utilisé comme antiépileptique, mais qui a aussi des effets secondaires qu'il faudra surveiller médicalement. Et donc très prochainement, en tout cas, on devra avoir une prescription réglementée en France dans ces 2 syndromes. J'espère. Une autre chose dont on entend un peu parler, c'est le biofeedback. Donc ça, c'est un traitement psychophysiologique. Alors en quoi ça consiste ? En fait, le patient va apprendre des stratégies cognitives et comportementales pour essayer de réguler certains facteurs physiologiques. En gros, on va mesurer certains rythmes, on va mesurer une activité physiologique, soit certains rythmes cérébraux avec un EEG, soit ce qu'on appelle la conductance cutanée. Et par des stratégies cognitives, le patient va apprendre à modifier ces éléments. Donc lui, concrètement, souvent il regarde un ordinateur, et s'il arrive à modifier, on donne l'exemple d'une montgolfière, on va avoir une montgolfière qui va monter ou va diminuer, et ça fait partie des séances d'apprentissage. Donc ça prend plusieurs semaines, à un rythme de plusieurs séances par semaine, et c'est le fait de pouvoir modifier ces boucles de régulation permettrait de moduler l'activité neuronale et le seuil épileptogène, et donc permettrait d'avoir une réduction du nombre de crises. En fait, il n'y a pour l'instant pas beaucoup d'études très spécifiques, enfin en tout cas contre... Il n'y a pas beaucoup d'études contrôlées randomisées qui ont été mises en évidence, et vous imaginez bien que c'est peu utilisable chez les gens qui ont un déficit intellectuel. C'est vrai que pour les patients qui sont en IME, c'est pas tout à fait adapté. Et puis une des dernières mots, c'était les greffes de cellules souches en Chine. Donc c'était parti d'une boutade de dire qu'est-ce que les parents peuvent parfois nous demander. Et parfois on nous demande en effet, est-ce que vous avez entendu parler des dernières greffes de cellules souches en Chine pour soigner l'épilepsie ? Alors donc j'ai été honnête, je suis allée chercher sur PubMed qu'est-ce que ça donnait les greffes de cellules souches. Donc ça, c'est une revue qui est sortie assez récemment en juin 2018. C'est un magazine qui s'occupe plutôt d'axes de recherche. Et donc en effet, chez les rongeurs, on commence à faire... il y a des études où il y a des transplantations de certains types de neurones qui sont des neurones qui servent à réguler l'activité cérébrale, les interneurones.
Évidemment, pour l'homme, on n'en est pas encore du tout là, hein, avec tous les problèmes de tics sur la recherche sur les cellules souches, etc. Mais à terme, on sait. Et puis après, il y avait d'autres questions hein, qu'on voit souvent, l'acupuncture, la médecine chinoise, le magnétiseur, le kinésiologue. J'avoue que j'ai pas trouvé de publication très scientifique là-dessus. L'acupuncture, il y a eu une revue qui a été faite par la Cochrane, hein, qui avait étudié. Cochrane, c'est des grosses revues où on va aller chercher tous les articles pour se donner ce qu'on appelle la médecine basée sur les évidences, hein, sur les preuves scientifiques. Il n'y a pas grand-chose qui ressort. Et après, je voulais aussi parler des règles de vie strictes. C'est-à-dire que souvent, on est aussi, quand les crises surviennent au quotidien, on a souvent des parents qui nous disent, à chaque fois qu'il ne dort pas assez, il fait des crises, enfin, ils arrivent à relier la survenue de crise à des événements. Quand il a sa grand-mère au téléphone, il fait une crise. Quand il est constipé, il fait une crise. Quand il va au cheval, il fait une crise. Et c'est vrai qu'on est parfois un peu désarçonnés par ces raisonnements-là. Je pense que le but, ils connaissent très bien leurs enfants. Donc il faut aussi les croire, mais qu'il ne faut pas que ça soit non plus une raison d'interdire des choses, parce que en effet, il faut respecter la fatigue des enfants, mais il ne faut pas non plus tout limiter. Et par exemple, il y a certains enfants, en effet, quand ils sont soumis à une certaine émotion, ils font des crises, mais on ne peut pas non plus les mettre dans un bocal pour qu'ils aient aucune émotion. Hein, donc il faut essayer de s'adapter un petit peu à la vie courante. Voilà, merci de votre attention.